Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce nouveau funeste Fred, et un numéro, presque oui, presque 100 américain avec ceci d'amusant, c'est que je n'ai aucune assurance pour ce qui est de savoir, dans l'hypothèse où jamais je souhaiterais là-bas m'y rendre, si, j'y serais ou non interdit de séjour, mais vous me direz: «Ça n'empêche rien». Alors lui, notre artiste, vous n'aurez pas de mal à l'identifier et si on voulait, parler de ça, de ce couvre-chef, déjà, je pense que ça doit remonter à oui, 1996, l'époque d'un album fameux, même s'il ne fut pas toujours bien compris, l'album Rhythm en 1996. C'est à partir de là qu'il a pris l'habitude, qu'il s'est efforcé de le porter le plus souvent possible sur scène et pas seulement ce couvre-chef en port épique ramené du Burkina Faso pour rappeler, pour une part, les racines africaines du blues et aussi, surtout, par extension, combien cette musique aura été le produit d'un transfert, d'un déplacement, d'une histoire entre 2 continents, oui, le produit d'une histoire. Bon, je pense que, vous n'avez pas eu de mal à l'identifier, notre artiste. On y revient dans quelques instants, à lui et vous n'aurez pas de mal non plus à saisir pourquoi, comme poème d'ouverture ici, d'un poète français, un poème français, j'ai choisi un poème se terminant par ce terme, celui de guitare, le titre complet étant Amérique du Sud, au plateau guitare. Les travaux qui ne sont pas faits, ils se feront plus tard. La nuit rouvre en secret les portes d'un pays ancien. Guitare, que la main gratte, que la paume légèrement frappe, que le doigt pince pour la faire brièvement gémir et se résigner. Guitare, profonde fontaine. À l'homme qui jette un caillou, elle répond par l'onde toujours plus ample de la mélancolie. La mélancolie n'est pas une plainte, mais un lieu. Jeudi, les gendarmes venus pour la réquisition, la banque de crédit et d'investissement, l'argent perdu au dé, avec les fils de chiennes enculés de la compagnie des autobus, le maïs brûlé, l'enfant mort. Je criais, implorais, je dis la nuit. Je dis l'absence même d'une brise dans les arbres qui dorment sans rêve. Différent en ceci de l'homme, je dis la corde pincée. Ce creux frappé de la paume, ce gémissement arrêté, recouvert de silence, et comme lorsque l'on plonge une épuisette dans la rivière, si profonde qu'elle coule sans bruit aucun, la guitare jusqu'au bord, et même à déborder en flot sourd, la guitare présentement remplie de nuit. Un poète français de sa génération, nous dirons de l'immédiat, après-guerre, après 1945, qui, pas exceptionnellement connu, pas des plus connus, pour sûr. Il s'agit de Jean-Paul Dadelsen, dont je vais vous montrer, dont vous pouvez vous procurer, entre autres, ce recueil. Jonas dans la collection poétique de la NRF. Le Jonas de Dadelson, Jean-Paul, de ce double prénom. Et au sujet de... Bon, on y revient à notre guitariste. Je voulais ajouter au sujet de ce que je disais d'entrée sur le blues. Si notre homme ne fait pas partie de ce que nos esprits malins de l'heure désigneraient, ne ferait pas partie des dits racisés, il n'en a pas moins contribué, il faut le reconnaître. Il y a des millions de personnes à travers le monde, si elles se sont intéressées à partir d'un moment ou davantage intéressées au blues et à ses initiateurs, c'est tout de même grâce à lui et à son taf. Il faut le reconnaître. En tout cas, perso, je vois assez les choses comme ça. Alors, si au besoin ça peut vous rassurer, non, je ne suis pas, venu prêcher pour mon groupe, un de mes groupes favoris,
depuis l'âge, depuis mes 14 ans pour mon guitariste, favori. Non, je ne suis pas spécialement venu prêcher. Déjà on a réussi à, reprendre, c'est déjà ça, notre, rythme hebdomadaire. Je vous promets pour la semaine prochaine, pour numéro thématique pour sûr, quelque chose, j'espère d'assez solide, conséquent, autour d'un épisode, encore trop méconnu de l'histoire de France et d'Alexandre Dumas. Oui, ça, ce sera pour la semaine prochaine et cette fois-ci, si, vous le permettez, on va encore autour de notre artiste, de notre, guitariste US, se laisser porter au fil de nos textes, de nos poèmes, des bouquins. J'aurai quelques parutions récentes en cours de numéro à vous montrer aussi. Alors notre artiste, il a vu le jour, c'était un 16 décembre en 1949, 3/4 de siècle. Il a célébré ses 75 ans, si vous préférez, 75 ans il y a quelques jours. Billy Frédéric Gibbons, et également, qu'on appelle également Willie G ou le révérend Willie G, membre fondateur de cette formation texane, bien sûr, ZZ Top, formation, si elle a mis un terme à sa oui, s'ils ont mis un terme, notre trio a mis un terme à sa discographie en 2012 avec un, plus, connaître, Futura. Il continue toujours à, se produire avec un nouveau bassiste depuis le décès de Dusty, survenu, à l'été, 2021. La formation texane ZZ Top, je ne suis pas venu, je vous le dis, prêcher pour notre groupe, pour mon guitariste, même si, bon, si vous permettez, ne serait-ce que ça, j'aime bien. J'aime bien au sujet du groupe, au besoin, je dis bien au besoin, euh, bah, il faut s'efforcer d'aller au-delà, vous savez, pour tout ce qui renvoie à l'Amérique profonde, aller au-delà, des clichés auxquels on peut les associer, aussi de la façon, il faut le reconnaître, dont leur surexposition médiatique dans les années 80, ils n'ont pas été les seuls, les seuls artistes, concernés par ça. Leur période plus commerciale, des années 1980, la façon dont, dans l'esprit de pas mal, cette période aura contribué à les enfermer dans une vision, une représentation caricaturale, pour ne pas dire, auto-parodique ou proche de ça. Oui, proche de l'auto-parodique, et forcez-vous au besoin d'aller au-delà de ça en ce qui concerne le groupe et en ce qui concerne Billy, eh bien, quelques repères, quelques balises. Naissance en décembre 1949 et il était encore étudiant, en âge d'être à l'école secondaire quand il a commencé à se produire déjà et dites-vous bien, vous trouverez sans mal, c'est pas, ce qui manque, des clichés glabres, de notre homme. Oui, pour ce qui était de revêtir, l'extension qu'on lui connaît, pour sa fameuse barbe, ce n'est qu'après le 5e album, de son groupe, après l'album de ZZ Top, Texas de 1976, c'est à partir de là, oui, qu'elle commence à, revêtir cette fameuse extension et vous connaissez vraisemblablement l'anecdote quand Gillette lui a proposé, pour 1 million de dollars pour un clip publicitaire, de se raser, une offre qu'il a, déclinée, hein. Billy, oui, 19 ans, quand ils fonde ZZ Top en 1969 et ben, au partir de cette barbe et de, l'extension de cette pilosité par rapport à la longueur, la longueur sur toute son extension, oui, au sens le plus large, dans l'absolu et pas seulement par la longévité, de sa formation, il aura su, oui, immanquablement, pour ce qui est, de maîtriser le temps long, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il aura attendu, d'avoir bien passé le cap des 65 ans pour se décider enfin à nous sortir son premier album solo.
hein, et là, il les a enchaînés à 2 ans d'intervalle chacun, 3 albums remarquables, impeccables, coup sur coup en 2016, 2018 et 2020 et immanquablement aussi, je vous recommande l'audition de ces 3 albums solo et pour le groupe, pour la formation. En général, je recommande de commencer au besoin, hein. Si vous souhaitez découvrir, faire l'expérience, eh bien, commencez par vous passer, histoire de ne pas être trop, entre guillemets, «déçu» par les albums de la période que, oui, que j'ai appelée plus commerciale et peut-être par certains aspects, plus lisses, des années 80, histoire de ne pas être trop déçu, par eux, entre guillemets, et puis procéder à reculons, les années 70, les premiers albums, dans l'ordre et bien sûr, ça aussi, du blues rock, du hard rock, du, rock sudiste, et j'aimerais tout de même épingler car, il y en a il y a des opus qui ne sont pas à proprement parler très violents, des disques qui ne sont pas à proprement parler, pour albums très violents, très agressifs, mais c'est incroyable, hein, et rétrospectivement, ou pas, hein, on a toujours ça, on a toujours trouvé ça incroyable, le soin, qui pouvait être apporté sur le plan du son, des effets, de l'atmosphère. Pour des morceaux, fichtrement bien écrits, hein, et fichtrement bien alignés, sur ces albums, qui excèdent rarement la demi-heure ou les 40 minutes et si jamais ça vous fait un peu peur, j'entends si vous n'aimez pas la musique trop violente, sans crainte, allez vers, les 2 que j'aimerais épingler, hein, et où c'est tout à fait ça, par rapport à ce que je viens de dire, sans être des albums particulièrement agressifs. J'ai en tête celui de 79, Deghello, c'était l'époque et ils y sont revenus après où, tous leurs albums avaient des titres mexicains, hein, espagnols, mexicains. Deghello de 1979 et celui sorti immédiatement après en 81, El Loco et par rapport à tout ça, j'espère vous viendrez m'en donner des nouvelles. Donc vous passez après les premiers albums, les années 70 et puis ceux qui sont, oui, les quelques albums encore sortis ultérieurement jusqu'en 2012. On peut parler, on peut dire ça, d'un certain retour aux sources, retour aux racines et il y a aussi et là, ça ressemble pas déjà, j'aime bien pour ça parce que on est très surpris et il faut un petit temps pour rentrer là-dedans. On se demande un peu où ils veulent en venir, sur quoi on est tombé et puis on commence à trouver oui, à comprendre un peu la mécanique du bazar et une fois qu'on accroche, qu'on est rentré dedans, c'est très dur de s'en passer. On aura envie, oui, on n'arrêtera plus, l'envie de se le repasser, cet album, l'unique album de ce groupe qui fut, sa première formation à avoir été édité en vinyle, ce fut introuvable durant très longtemps et en vinyle, on l'a réédité il y a peu de temps, ça a fait le bonheur, comprenez, de nombre de fans et c'est l'unique album, je parle de l'unique album, de cette première formation éditée, au temps du vinyle en 1969. Il n'avait que 18 ans, par conséquent, au moment, d'enregistrer l'unique album, je n'arrive pas à le traduire en français d'une façon satisfaisante. Aidez-moi, hein, dites-moi comment vous, procéderiez les Moving Sidewalks. Oui, ça s'appelait comme ça, ce groupe, les Moving Sidewalks. Allez écouter, aussi pour m'en dire des nouvelles. J'aime bien avoir un petit retour pour ça ou, pour autre chose en rapport avec notre contenu et je ne doute pas que, je n'aurai pas loupé une raison d'avoir un désabonnement après post de ce numéro car oui, c'est toujours comme ça. Chaque numéro provoque un désabonnement pour
Oui, il y a toujours quelque chose, qui fâche, dans ce que je fais. Comme on n'est pas très nombreux, immanquablement, oui, de nouveau, immanquablement, là aussi, forcément, je le vois. Donc allez, écoutez, tout ça, j'espère, vous donner envie, hein. Je pense que oui, c'est un bon plan, pour, découvrir la production de notre homme qui, la plupart du temps, joue d'une Les Paul, d'une Gibson Les Paul, en studio, pour les enregistrements. Sur scène, il varie, il va sans dire. Et au sujet de son jeu, d'une grande inventivité, son technicien guitare qui fut d'abord celui le technicien guitare qui avait d'abord été celui de Guns N' Roses avant de faire le choix, et on peut le comprendre, de foutre le camp vu, l'atmosphère d'agressivité qui régnait à partir d'un moment autour des prestations du groupe. Il avait trouvé un peu plus, tranquille, nous dirons, d'aller taffer pour les ZZ Top, Ed Francis. C'est lui qui, là non plus, il y en a à qui je n'apprendrai rien, c'est lui qui remplace, Dusty à la basse depuis son décès. Et il a souvent rapporté à quel point il était fasciné par, ce contraste, ce paradoxe entre, physiquement, sur le plan physique pour le jeu, l'extrême douceur, l'extrême légèreté du toucher, des cordes dans le jeu, de Willie G, dans son jeu, l'extrême légèreté, l'extrême douceur de ce toucher en contraste avec la musique qu'il produit en général, hein. Et c'est aussi, c'était à l'époque de ces Moving Sideworks dont je vous recommande l'écoute de l'unique album, qu'il aurait pris goût, dit-on, hein. C'est ce que dit la légende, aux soins apportés là sur le plan des effets scéniques. Et il y eut une époque où le groupe était méchamment réputé pour, heu, user, déployer sur scène, oui, pour ses dispositifs scéniques amples, hein, sophistiqués. Et l'apogée, ce dut être en 1990, la tournée consécutive à la sortie de l'album Recycler, hein, et qui marquait un peu la fin d'une époque, la fin d'un registre, pour nos camarades texans. Recycler, la tournée de 1990 où il y avait, je crois, ah ben, je dis je crois, pour sûr, mais vous irez vérifier, on trouve ça, facilement, hein, sur YouTube, live ZZ Top, 1990 Toronto ou Paris-Bercy. Il y avait, carrément, ce fut l'apogée, hein, à ce moment-là pour ça. Pour ces dispositifs, après, ils ont laissé tomber. Il y avait carrément sur scène une broyeuse de voitures, une broyeuse d'automobiles, et on les voyait revenir. À un moment donné, ils revenaient prisonniers avec leurs instruments dans des cubes téléguidés, télécommandés. Ouais, ouais, j'invente rien. Et si je vous parle, oui, si je fais, je viens de faire allusion à cet album, l'album Recycleur, de 1990. On était alors, c'était, pour nos amis, on peut dire ça, comme l'album de la quarantaine, en somme. Et on était à 10 ans de l'an 2000. C'est en avant-dernière plage, pardon, plage, hein, comme on disait, ou titre, si vous préférez, titre pour les CD audio matériels ou en numérique. On parlait de plage au temps du vinyle pour les pièces, pour les titres sur les albums, l'avant ou avant, plutôt, oui, celle qui précédait sur Recycler, mais peu importe, le blues de l'an 2000. C'était le blues à, 10 ans avant. Ils avaient écrit ce fameux 2000 Blues, les paroles devaient être de Billy. J'adore ce titre, c'est un de mes préférés, et je me suis risqué à vous faire cette traduction dans notre langue qui, vaudra ce qu'elle vaut. Mais alors voici, que vous ayez ressenti ou non à un moment quelque chose de semblable, d'approchant à ce 2000 Blues.
Une centaine de milliers de dollars ne pourraient racheter le prix que j'ai payé. Des centaines de milliers d'instants où j'ai mis le souhait de rester. Mais même si j'avais tout le temps et tout l'argent, c'est toujours la même vieille news. Rien de bon ne peut te venir quand tu le chopes. Le blues de l'an 2000. 10 000 nuages sur une longue voie pluvieuse ne pourraient te l'ôter, ce 2000 blues. Si j'avais un engin spatial avec le copilote aussi, je partirais pour une planète qui serait le plus proche de toi possible. J'ai activé le système, ôté le fusible de sécurité et enclenché le décompte final. Blues de l'an 2000. Et figurez-vous, c'est la première fois, mais pourquoi pas? Ben oui, je vais vous lire une production personnelle. Ça fait un certain nombre d'années que je n'écris plus de poésie, mais bon, ceci. Oui, je m'étais amusé à faire une suite à ce blues de l'an 2000. Et là, ben, nous étions fatalement par rapport à l'an 2000, par rapport au 21e siècle, je commençais comme ça. Déjà déjà près d'un quart à passer, et quand on y était, je dois dire, j'ai pas pris attention. L'heure n'était pas au bleu. Mon chien en avril est parti. 2000 blues, 2000 blues. Si moi j'avais un aéronef, je lui promettrais un livre à emporter, moisi, sans histoire, sans moi. Les deux possibles, chez les anges, au fond, tout au fond. Les mots écrits passent mal au millénium, et à deux, des fois. 2000 blues. Ça vaut ce que ça vaut là aussi. Alors oui, les bouquins, les parutions récentes, ce ne sont pas à proprement parler des nouveautés, plutôt des parutions récentes et des livres sortis dans le courant de ces toutes dernières années. En matière de musique, je ne vous l'ai jamais montré, c'est le bouquin sur la vie d'Antonia, la première femme chef, ou si vous préférez, on peut utiliser les deux. Si vous préférez l'expression chefesse, la première chefesse d'orchestre aux États-Unis. Son prénom, c'était Antonia, Antonia Bricot. Oui, c'est elle qui a été la première femme amenée à diriger un orchestre, comme on disait et comme on dit toujours, sans doute de grande musique, de musique savante, si vous souhaitez lire son parcours, à quel point, pour de vrai, elle en a bavé, pardon, j'allais vous montrer à nouveau le recueil de Jean-Paul Dadolsen. Non. Alors le livre, on le doit à Maria Peters, Antonia, la chef d'orchestre. Oui, on peut également orthographier chef CH comme c'est fait ici, vous allez voir. CH, j'espère que ça passera bien à l'écran. CHE 2FE Antonia, la chef d'orchestre. Le livre de Maria Peters. Oui, Antonia Bricot. Je vais vous lire un fragment, un texte du dernier chapitre. C'est rédigé à la première personne. La musique est un langage. Je trouve l'ensemble assez bien dit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Penserez, la musique est un langage, elle exprime parfois tellement plus que des mots, tellement plus que les mots ne le peuvent. Joie et tristesse, peur et jalousie, honte et culpabilité, espoir et découragement, colère et surprise, bonheur et malheur. Mais la musique qui emplit la salle à présent parle le langage de l'amour. Les notes du salut d'amour, une pièce, une mélodie
d'Edvard Elgar, passez-vous ça, avant de dormir, d'aller dormir, vous verrez, ça vous fera un bien fou. Salut, d'amour d'Elgar. Les notes du salut d'amour d'Elgar touchent les cœurs. Je dirige mon orchestre symphonique féminin de New York. Je suis fier de mes musiciennes. Diriger me rend heureuse. Ce concert me portera au nu, après quoi je retomberai sans doute au fond de l'abîme. Cela fait partie du jeu. Mais voilà, au moins, je le fais. Suis-je une héroïne pour la cause? Peut-être que personne ne le pense. À part moi, parfois, c'est suffisant. L'histoire, la vie d'Anthony Abricot. Alors, son orchestre, c'était le, oui, le New York Women. Oui, je parle très mal la langue de Shakespeare, pardon encore, au besoin. Le New York, je le dis entièrement de mémoire, le New York Women Symphony Orchestra. Elles ont tenu avec ses musiciennes, elles ont tenu le coup 4 ans et figurez-vous que, ça a commencé à passer de mode. Le public a cessé d'affluer à partir du moment où elles ont admis les mecs. Voilà, c'est comme ça et par la suite, on lui a proposé à Antonia de prendre la tête. On l'avait contacté pour prendre la tête de l'orchestre symphonique de Denver. Denver, dans le Colorado. Elle avait été nommée, mais au tout dernier moment, ils se sont dit, là on était en 1941. Au tout dernier moment, ils se sont dit en haut lieu, non, on peut quand même pas, on n'est pas encore prêt pour ça. Une nana à la tête d'un orchestre symphonique. Et au tout dernier moment, ils ont annulé sa nomination. Hein, c'est joli tout de même. C'est joli tout de même. En 1941, résultat des courses, elle ne réussira jamais aux États-Unis ou ailleurs à diriger en tant que chef attitré à un orchestre. Elle ne sera jamais officiellement à la tête d'un orchestre, mais elle pourra se consoler, en somme, si j'ose dire. Elle pourra se consoler tout de même à de nombreuses reprises autour du monde et assez bien dans son pays d'origine, les Pays-Bas. Oui, par sa mère, elle venait de Hollande. Elle sera assez souvent invitée à diriger des orchestres hollandais et dans d'autres contrées. Elle s'éteint en 1989. Elle nous quitte en 89 à Denver et sur sa tombe, il y a cette inscription que j'ai notée. Alors, oui, sur sa tombe, on peut lire ne vous laissez jamais, ne vous laissez pas dévier de votre cours. Ne vous laissez pas dévier de votre cours. Ben, perso, je ne sais pas vous, mais là non plus, j'ai rien de particulier à objecter. Alors le livre sur Antonia et le suivant, je ne fais que vous le montrer. C'est une sacrée pièce. Je me le suis offert, oui, je me le suis offert avec les sous que je ne devais probablement pas avoir, pour, mon 52e anniversaire. Et c'est le John Cage dans la collection des grands compositeurs des éditions Fayard. Un bouquin qu'on doit également à une dame, c'est le John Cage d'Anne de Fornel. À la maison Fayard, John Cage, compositeur que j'ai commencé à écouter, je dois dire, assez tardivement. Je ne dis rien de spécial sur le bouquin aujourd'hui, car il y a moyen, franchement, de faire tout un numéro et même davantage. Je me contente de vous le montrer. Et oui, je dirais seulement qu'il y avait tant et tant d'énigmes. Il incarnait pour moi tant et tant de tout un champ énigmatique, une quantité assez invraisemblable d'énigmes à résoudre, de continents, tout un continent brumeux, nébuleux, tout en énigmes pour votre serviteur. Et je dois dire que ce bouquin, il est venu plutôt pour m'aider à les résoudre. Alors je vous montre le John Cage.
John Cage dans cette collection très, très connue, sur la vie, des grands compositeurs. Ce n'est pas, ceci dit, ma collection, préférée, hein. Je vous dis, moi, je préfère en tant que non musicien, non musicologue, hein, je préfère de loin la collection Classica chez Actes Sud, qui est conçue de façon à, toujours pouvoir, sur le plan de la lisibilité, l'accès est toujours possible, pour les non-musiciens. Donc si vous n'avez pas fait le solfège et consorts, hein, l'accès est beaucoup plus facile et en ce qui concerne ce John Cage, vous n'avez pas de c'est pas le ça va, dans le sens où c'est pas le bouquin où vous allez avoir des des fragments de partition à lire, à déchiffrer à chaque page et là, forcément si pas fait le solfège, c'est Tintin, c'est pas la peine de faire l'acquisition donc c'était pas le cas. Pour celui sur John, raison pour laquelle, je me suis fait cet extra, je me suis décidé et pour terminer, notre numéro, on va retourner au Texas. On va retourner dans l'état natal, bon anniversaire encore à notre guitariste qui, oui, c'était déjà du temps de ces Moving Sidewalks dont nous, que je prononce mal, mais dont, somme toute, on aura pas mal parlé, hein, ce groupe qui, un petit peu énigmatique, là aussi, je vous le dis, dont nous aurons assez parlé dans ce numéro. C'est à l'époque où il se produisait avec eux, avec ce premier groupe qu'il avait retenu, et bien davantage encore que retenu l'attention d'Hendrix, Jimmy, qui tout de go, lui avait dit, et c'était pas un mince compliment, qu'il était fait pour devenir, ni plus ni moins, que c'était lui qui serait appelé à devenir le plus grand. On retourne au Texas, lui non plus, vous n'aurez pas de mal à l'identifier, hein. L'un des écrivains américains natifs de là-bas les plus populaires au monde, créateur de Conan. Bob, oui, Bob, Robert Ervin Howard. En revanche, je le rappelle à chaque fois, ses poèmes, c'est pas ce qui est le plus connu de lui, c'est pas très courant non plus. J'ai la chance de posséder ce recueil de traduction française de François Truchot de 88, des chants de guerre et de mort, oui, et je vais vous lire, si partant encore pour rester en ma compagnie quelques minutes, je vais vous lire 2 poésies. La première est assez rude, je vous préviens, et de ton, assez nihiliste, tout de même, avec ce chant de ménestrel fou. Oui, le chant du ménestrel fou et le second, celui qui suivra, sera nettement plus lyrique avec un hommage à tous les émules, tous disciples d'Orphée. Je ne vous interdis pas de vous abonner, de liker dans l'hypothèse où, ça vous plairait bien, hein, ça vous plairait plutôt ce qu'on vous fait. Dans mon funeste, alors le 1er des 2, la chanson, la chanson d'un ménestrel fou. Robert Ervin Howard, 1906-1936, Willie G de Houston. Bob, lui, il était plutôt vers le centre du Texas. C'était Cross Plain. Et voici du barde de Cross Plain sa chanson d'un ménestrel fou. Je suis l'épine dans le pied, je suis la tache dans l'œil, je suis le ver dans la racine, je suis le voleur dans la nuit, je suis le rat dans le mur, le lépreux qui lorgne à la porte, je suis le fantôme dans le manoir, messager de l'horreur et de la haine. Je suis la nielle du grain, je suis le charbon du blé, me moquant du labeur de l'homme, tissant une toile pour ses pieds, je suis le chancre et le mildiou et la rouille, le danger et la mort et la pourriture. Le froid de la pluie la nuit, la fournaise du soleil le jour. Je flâne et flétri par la sécheresse, je répands la levure abjecte du marais.
J'apporte la peste noire du sud et la lèpre de l'est. J'arrache du sapin cigu le suc où je trempe les pétales de sorts funestes. Là où somnolent les serpents gras et noirs, je cueille les fleurs des upas. J'ai sondé les glaciers du Nord à la recherche d'un charme semblable à du plomb gelé. Dans des rizières grises et oubliées, j'ai reçu l'enseignement de morts mongols. Au cœur d'une montagne noire et aride, j'ai pillé d'effroyables cavernes. J'ai creusé dans les sables du désert pour violer des tombes terrifiantes. Jamais le soleil ne se montre, jamais la lune rouge ne luit. Mais du sud ou bien du nord, je viens, accompagné de morts ruisselants de bave. Je viens, avec des charmes hideux, des chants noirs et des airs affreux. J'ai pillé les enfers cachés et dépouillé les lunes noires et oubliées. Il n'y a jamais eu un roi ou un prêtre pour m'accorder une parole ou un regard. Il n'y a jamais eu un homme ou un animal sur les sentiers sombres que j'ai empruntés. Il y a eu des abîmes écarlates insondés, il y a eu des ailes noires au-dessus d'une mer, il y a eu des puits où des créatures folles tambourinaient et vociféraient des blasphèmes. Il y a eu d'immenses tombes impies où rêvaient des monstres visqueux. Il y a eu des nuages tels des plumes imbibées de sang où criaient des démons à venir. Il y a eu des âges morts pour le temps et des continents perdus dans l'espace. Il y a eu des vipères dans la vase et un visage imprécis et abominable. Oh, le cœur dans ma poitrine s'est changé en pierre et le cerveau dans mon crâne a gelé. Pourtant, j'ai réussi, seul, et j'ai déversé le contenu de mon calice. Horreurs et maux et sortilèges, bourgeons noirs et racines amères des enfers. Sous les enfers, je vous apporte mes fruits mortels. Oui, pour les collectionneurs, mais ça ne doit pas être la première fois dans FF, dans Funeste Fred, le recueil édité en 1988 chez Neos, toutes les références pour tous les bouquins, pour les albums aussi dont j'ai parlé. Et j'y songe à propos de Robert, à propos de Bob et de son univers terrifique, fantastique, d'heroic fantasy. Je vais encore, pour ce qui est d'épingler des titres ici, des plages de ZZ Top, si vous prenez sur l'album, sur Tejas ou Texas en 76, il y a El Diablo, hein. Quand passez-vous ce titre et dites-moi si, comme moi, vous n'avez pas eu la sensation de voir la grande faucheuse ou quelque chose d'approchant là encore passer sur son destrier, hein. Oui, le titre El Diablo sur Texas et bien sûr, hommage au maître des maîtres, dans le registre de l'horreur, dans le 7e art, Vincent Price Blues, sur l'album, le tout premier album dont on a parlé aujourd'hui en ouverture de ce funeste, sur l'album Rhythm en 96. Je tenais à vous recommander ces deux titres et je les mets aussi. Je mets les références aussi en description. Alors, Bob, à présent, les poètes de Bob. Traduction toujours du regretté François Truchot, qui fut durant de nombreuses années le spécialiste numéro un de Bob en zone francophone. Les poètes. De la nuit sombre viennent les poètes. Un instant fugace pour raviver leur flamme vacillante. Puis, tel le chuchotement diminuant d'un tambour, ils disparaissent et retournent à la nuit d'où ils étaient venus. Le brouillard gris, le manteau tourbillonnant du temps cynique enchevêtre l'œuvre dans l'obscurité des siècles. Un instant d'allégresse, le soupir de rime musicale et puis le gris de la matrice de l'oubli qui se rend de mélodie
Aux notes dorées, le chanteur chante son chant et passe son chemin. Le poète pince les cordes de sa lyre, puis se confond avec la grisaille du crépuscule et le rose fané de l'aube. Un rire éphémère sur les vents du temps, une ride fugitive sur l'océan silencieux du temps, une ondulation dorée sur la vase du fleuve, et puis le silence de l'éternité. Poussière et cendres grises où dansait le feu mystique. Évanoui dans l'air et le vent, la flamme jadis rouge, emportée par la brise, le chant, oublié la lyre à présent. Que reste-t-il, cette chose moisie que les hommes appellent renommée? Des yeux à demi curieux qui parcourent la feuille jaune, tous indifférents aux auteurs de la fête. Allons, Pierrot était sans doute un philosophe décrépit, François Villon, morose et rabat-joie. Qui a écrit Qui a écrit ce poème lyrique? Qui ce sonnet? D'où venait l'âme embrasée qui a mis ses étoiles en chanson? Qui le sait? Qui s'en soucie? Une totale indifférence. Voilà la réponse de la foule en marche. Merci à vous et à très bientôt.